Ravi de vous retrouver sur Public Sénat, à suivre cet après-midi en séance publique le début de l'examen du texte réformant la sécurité sanitaire du médicament. Ce texte a été élaboré à la suite du scandale du Mediator, ce coupe-faim commercialisé par les laboratoires Servier qui aurait entraîné la mort de 500 à 2000 personnes. Alors l'objectif de ce texte présenté en urgence par le ministre de la Santé Xavier Bertrand est d'instaurer une plus grande transparence dans les liens d'intérêt entre les professionnels de santé et les industries pharmaceutiques. Autre volet important de ce texte, il concerne la surveillance du médicament après son autorisation de mise sur le marché. Il y a donc une véritable rupture dans la gouvernance puisque l'AFSAPS est transformée en une agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. À l'Assemblée nationale, les députés socialistes se sont abstenus sur ce texte. Ils attendent de leurs collègues sénateurs d'améliorer un projet de loi qui, selon eux, ne permet pas d'éviter un nouveau scandale du Mediator. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance à tous. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Nous attendons l'arrivée de Monsieur le ministre. Monsieur Vatrin, pour un rappel au règlement. Oui. Il faut attendre le ministre. Oui. On attend le ministre, Monsieur Vatrin. Le ministre étant arrivé, Monsieur Vatrin, je vous cède volontiers la parole. Bien, Monsieur le Président, je sollicite en effet la parole pour un rappel au règlement sur le fondement de l'article 36, alinéa 3 de notre règlement. Monsieur le Ministre, le débat que nous allons avoir sur ce projet de loi est, comme vous le savez, important. Les mois suscités par les doutes entourant la politique de vaccination de la grippe A, la présence de bisphénol dans les biberons, encore l'affaire du Mediator, témoignent de la volonté de nos concitoyens d'être mieux informés et de bénéficier partout, cela est possible, d'une information fiable parce que indépendante. Ce qui s'applique au secteur sanitaire s'applique également à l'économie où les usagers s'organisent contre les pratiques de banque qui consistent à minimiser ou taire certains risques, comme au secteur marchand où les consommateurs veulent plus de transparence, par exemple sur la fixation des prix alimentaires dans les grandes surfaces. Cette exigence, corollaire légitime au libre marché, peine néanmoins à s'imposer. Or, il semblerait aujourd'hui que la privatisation de la partie presse de l'Institut national de la consommation pourrait conduire son journal 60 millions de consommateurs à chercher d'autres sources de financement, notamment sous la forme de publicité. Celle-ci est aujourd'hui exclue de ce journal, qui est un magazine commercial sans publicité commerciale, ce qui garantit son indépendance vis-à-vis des fabricants et des distributeurs. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle s'inscrit dans un contexte d'hostilité à l'égard de la publication. En 2008, le cabinet de M. Luc Châtel avait appelé l'INC pour protester contre la publication de la liste des prix qui flambent. En 2010, la gouvernance de l'INC réorganisée et les associations de consommateurs deviennent minoritaires au sein du conseil d'administration. C'est d'ailleurs sans doute grâce à cette nouvelle organisation du conseil d'administration, amenuisant le rôle historique des associations de consommateurs, que le CA Nouvelle Mouture préconise la privatisation du journal au motif d'une réduction des ventes. Le 9 prochain, le conseil d'administration de l'INC devra trancher. Monsieur le ministre, le gouvernement ne peut laisser faire. Il doit permettre l'émergence d'une solution durable et pérenne pour garantir l'indépendance et la qualité de ce journal, véritable aiguilleur au service des consommateurs. Merci, mon cher collègue.
dans la discussion générale. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter avec Nora Berra a été élaboré, vous le savez toutes et tous, à la suite du drame du Mediator, pour qu'il y ait clairement dans notre pays un avant et un après Mediator. Il refonde le système de sécurité sanitaire des produits de santé pour concilier à la fois sécurité des patients et accès aux progrès thérapeutiques. Ce projet est l'aboutissement d'importants travaux d'évaluation et de débat avec tous les acteurs des produits de santé, et notamment dans le cadre des assises du médicament. Je tiens aussi à saluer les contributions des missions parlementaires. Cette réforme doit redonner confiance aux Français dans notre système du médicament. Elle est un tout. Il y a à la fois des dispositions législatives, mais aussi réglementaires sur lesquelles je reviendrai en détail lors de ces débats. Il y a ensuite des questions d'organisation interne, notamment à l'Agence de sécurité du médicament. Il en va aussi des questions de gouvernance. Mais je veux vous dire aussi qu'il y a une dimension européenne dont je souhaite faire part à l'occasion de ce débat pour bien voir et bien montrer que c'est une cohérence d'ensemble que nous devons bel et bien examiner. Je le dis parce qu'au tout début, lors de la présentation du texte, il m'a été dit « oui, mais il y a notamment la question du budget qui n'est pas prévue dans la loi ». Évidemment, parce que les questions budgétaires relèvent soit du PLFSS, soit du PLF. Voilà pourquoi je m'efforcerai à chaque fois de vous donner l'ensemble des éléments de manière à ce que vous puissiez avoir la vision la plus juste possible des changements engagés par ce texte. Pour les mesures qui relèveront du domaine réglementaire, j'ai déjà sollicité les services du ministère afin qu'elles soient concomitantes avec la mise en œuvre de ce projet de loi et que vous puissiez, pour celles et ceux qui le désireront, être aussi consultés avant la publication de ces textes réglementaires. Les débats à l'Assemblée ont été riches et ils ont permis de proposer un texte équilibré, un texte juste, un texte efficace. Et je sais que ça n'est pas forcément dans les habitudes, mais j'ai moi-même demandé, comme je le demande à la tribune de la Haute Assemblée, que dans 2 à 3 ans maximum, une évaluation de cette nouvelle législation soit mise en œuvre. Vouloir les modifications, c'est bien. S'assurer que tout aura été appliqué conformément à l'esprit et à la lettre du texte, je pense que c'est mieux dans un domaine qui plus est comme celui-ci. Votre commission des affaires sociales a souhaité apporter un certain nombre de modifications. J'aurai l'occasion d'y revenir lors des débats, mais aussi lors de mon intervention. Premier pilier de notre réforme, la lutte contre les conflits d'intérêts et la transparence des décisions. Cela passe par 2 voies, l'indépendance des experts et l'organisation d'une procédure d'expertise à la fois transparente et collégiale. Concernant l'indépendance des experts, la lutte contre les conflits d'intérêts est notre priorité. Cela passe à la fois par la systématisation de la déclaration d'intérêt et la mise en place de sanctions adéquates. Tous les acteurs du domaine de la santé, je dis bien tous les acteurs sans exception, les experts externes, internes, les associations de patients devront remplir un DPI, c'est-à-dire une déclaration publique d'intérêt avec un formulaire unique, pour faire simple, pour faire lisible et pour qu'on puisse avoir aussi l'efficacité du contrôle. Je souhaite que ce type de déclaration soit étendu à toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités dans le champ de la santé, que ce soit au ministère, dans les administrations centrales, mais aussi pour les principaux responsables dans les administrations déconcentrées. Moi-même, avant l'application de la loi qui entrera en vigueur d'ici quelque temps, j'ai rempli une déclaration et j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs de mon cabinet de le faire. Toutes ces déclarations seront publiques et tous les observateurs, journalistes et experts seront en mesure de les regarder pour vérifier les situations. Et j'aimerais qu'ils le fassent sitôt la mise en œuvre et qu'on n'attende pas à un moment donné de rebondir sur telle ou telle actualité pour aller le voir. Si c'est public, j'estime, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais j'aimerais que, comme c'est public, tous les observateurs, jamais avoir de commentaires, puissent également regarder les choses et dire les choses. Il m'apparaît aussi primordial que chaque institution puisse assumer ses responsabilités dans la gestion et dans le contrôle des DPI. Votre commission a supprimé la disposition permettant la création à cet effet au sein de chaque organisme d'une cellule de déontologie. Je le regrette. Je le regrette parce que je pense que c'est au sein de chaque structure que l'on peut être le mieux à même de définir et d'identifier les liens d'intérêt en fonction des compétences sollicitées. Et je ne voudrais pas, parce que c'est retiré du texte, que l'on se dise dans ces
organismes-là, dans ces structures-là, on n'a plus à mettre en place cette déontologie, à d'autres de le faire. Je veux que cette responsabilité soit pleinement assumée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Par ailleurs, votre commission a supprimé le recours à une charte de l'expertise sanitaire. Si nous l'avions mise en place, c'est justement pour encadrer la procédure expertale. Quant aux règles de transparence, elles ne sont pas optionnelles. Elles doivent être strictement appliquées. Quand un expert présent dans une séance est concerné par un conflit d'intérêts, les décisions et les avis pris lors de cette séance doivent être nuls et non avenus. Obligation qui sera partie intégrante des règlements intérieurs des commissions, de façon à ce que les choses soient totalement claires et dépourvues de toute ambiguïté. La transparence totale, c'est la condition de la confiance. C'est aussi l'obligation pour l'industrie pharmaceutique de rendre publique l'existence des conventions conclues avec les parties prenantes, mais aussi les avantages en nature ou en espèces que l'industrie leur procure. Il s'agit de la transposition du système américain du Sunshine Act. Et même si c'est de portée réglementaire, je souhaite que ce soit au premier euro, de façon à ce qu'il y ait une transparence totale. Votre commission a proposé d'inclure dans les parties prenantes les personnes intervenant dans la formation initiale des professionnels de santé. Cela va dans le bon sens. En revanche, si je peux me permettre, exclure les étudiants non professionnels aujourd'hui, mais qui sont nos professionnels de demain, va, à mon sens, à l'encontre de notre objectif. Je sais que plusieurs amendements proposent d'impliquer les ordres professionnels pour la publication de ces conventions. Il s'agirait dès lors d'étendre les missions qu'ils ont actuellement au regard de la loi anti-cadeaux. Cela me semble être une bonne chose. Je rappelle d'ailleurs que le non-respect de ces obligations de déclaration sera sanctionné pénalement. J'ai parlé de la lutte contre les conflits d'intérêts, à ne pas confondre avec la question des liens d'intérêt. Parce que nous avons besoin d'être très clairs sur ce sujet, mais je veux en venir aussi à la transparence des décisions et la collégialité des travaux des commissions de l'Agence du médicament. Le projet de loi oblige à rendre publics les ordres du jour, ainsi que les comptes rendus, assortis des détails et explications de vote, y compris les opinions minoritaires. Ces informations seront mises à disposition du public. La composition et le fonctionnement des commissions de l'Agence seront définis par voie réglementaire sur les principes suivants: ouverture à la pluridisciplinarité, limitation du nombre de membres et aussi de leur mandat. À l'AFSAPS, il y a des personnes qui semblent être là ad vitam aeternam. Ce n'est pas une bonne chose. Dominique Marin-Ninky, dont je veux saluer tout particulièrement l'action efficace et aussi la parfaite réactivité sur nombre de dossiers, est en train de refonder l'organisation de l'agence. Celle-ci voit ses moyens renforcés en PLFSS afin de pouvoir mieux répondre à ses missions. La transparence des décisions, c'est aussi un système où chaque institution a sa place, avec des rôles et missions clairement définis, pour que le public s'y retrouve. C'est pourquoi il est indispensable que l'institution en charge de notre police du médicament soit clairement identifiée et que son nom, je l'assume, n'évoque plus le drame du Mediator. L'AFSAPS deviendra donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ça n'est pas ça, le changement de fond. Mais je pense que c'est un changement qui s'impose si l'on veut repartir sur des bases nouvelles. Le projet de loi dote l'Agence d'un arsenal de sanctions proportionnées qui, à mon sens, sont réellement dissuasives, telles qu'un pouvoir de sanction administrative financière. Et je serai particulièrement attentif à la mise en œuvre rapide de ce dispositif. La transparence totale, c'est aussi que le financement de l'agence soit désormais directement assuré par les subventions de l'État, plutôt de l'assurance maladie, qui percevra les taxes et les redevances de l'industrie pharmaceutique. C'est un changement parce que c'est aussi un cloisonnement, la garantie d'une totale étanchéité. Le financement de l'ANSM sera augmenté de 40 millions d'euros, mesure incluse dans le projet de loi de finances pour 2012 et également dans le PLFSS en discussion à l'Assemblée nationale. Le deuxième pilier de cette loi, de cette réforme, c'est pour faire suite à une phrase qui m'avait profondément marqué en lisant le rapport de l'IGAS à la mi-janvier. L'IGAS avait écrit la chose suivante. Dans le dossier du Mediator, le doute, systématiquement, avait bénéficié au laboratoire Servier. Ce n'est pas tout à fait ma conception, ni la vôtre, du principe de précaution. Le doute doit bénéficier systématiquement aux patients. Cela vaut dès l'autorisation de mise sur le marché du médicament, mais aussi tout au long de sa vie. Il ne faut pas que le médicament, pour commencer, soit juste un peu mieux que rien. Il faut aussi qu'il y ait un réel bénéfice pour le patient. C'est pourquoi j'ai proposé à l'Assemblée nationale un amendement qui ouvre la possibilité à l'agence de demander que les essais cliniques soient effectués contre comparateur. Si l'entreprise s'y oppose, elle devra alors le justifier. Mais disposer dès là même de données comparatives avec le médicament de référence,
c'est aussi, je ne vous le cache pas, un combat européen. J'ai déjà échangé à plusieurs reprises avec le commissaire européen John Dalli afin que la réflexion sur la prise en compte du critère de la valeur ajoutée thérapeutique pour l'octroi d'une AMM soit portée, soit initiée au niveau européen. À ce stade, soyons clairs, on n'y est pas. Et à ce stade, le commissaire européen et moi-même, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et je ne lâcherai pas ce combat. Je ne lâcherai pas ce combat, mais je sais pertinemment que cela peut prendre du temps pour convaincre. Alors, en attendant, je le dis très clairement, nous allons changer les règles de remboursement en France, en attendant l'évolution européenne. L'Assemblée nationale a donc inséré un article pour que l'inscription au remboursement soit maintenant soumise à la réalisation d'essais cliniques versus des stratégies thérapeutiques de référence lorsqu'elles existent. En clair, si on ne peut pas empêcher l'AMM, dans ces cas-là, on empêchera le remboursement. L'idéal sera bien évidemment un changement au niveau européen, mais ayant un peu d'expérience en la matière, je sais que cela peut prendre un peu de temps, pour ne pas dire autre chose, donc nous devons changer les règles au niveau national, cela dépend de nous. Enfin, pour les médicaments présentant un SMRI, de nouvelles règles doivent être applicables, aucune prise en charge par la collectivité, donc pas de remboursement, sauf s'il y a un avis contraire du ministre, mais cet avis devra alors être motivé. Et les questions sont juste des questions d'efficacité et pas des questions de rendement. Alors, quand j'étais jeune ministre, je ne vous cache pas, on m'avait dit « dérembourser des médicaments, vous aurez des économies ». Avec le recul, ces économies, c'est zéro. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des reports de prescription. Et qu'en définitive, le principe est un principe de bon sens. Il vaut mieux mettre son argent sur un médicament efficace que sur un autre. Mais là où il y a une difficulté, c'est que c'est un principe de changement d'habitude. Parce qu'un patient est habitué à un médicament, un médecin a l'habitude de prescrire tel médicament, et à partir du moment où l'on retire du marché parce qu'il est inefficace, dans ces conditions-là, c'est très compliqué à faire comprendre et à faire accepter. Mais l'enjeu n'est pas financier. Et je le dis d'ailleurs d'autant plus que vous pouvez même avoir des reports de prescription sur des médicaments qui sont même plus chers. Mais en ce qui me concerne, s'il est efficace, cela ne me pose pas de problème. Mais en revanche, jamais je ne vous dirai un déremboursement, c'est pour faire une économie, je n'y crois pas. Principe d'efficacité et de bon sens. Par ailleurs, nous aurons la responsabilité d'accompagner les professionnels de santé et les patients dans cette évolution de la prise en charge thérapeutique. Par ailleurs, l'AMM ne sera plus scellée dans le marbre. Avec ce projet de loi, les études complémentaires d'efficacité et de sécurité pourront être exigées à tout moment, dès qu'il y aura une suspicion de modification du rapport bénéfice-risque par les autorités sanitaires. Et en cas de non-réalisation de ces études, l'AMM pourra être suspendue ou retirée, et le titulaire de l'AMM pourra faire l'objet d'une sanction financière de la part de l'agence. Par ailleurs, ça a été l'occasion d'un grand débat à l'Assemblée, le renouvellement illimité des AMM a été supprimé, de façon à avoir maintenant un renouvellement quinquennal. Pour garantir efficacement la sécurité sanitaire, il faut aussi pouvoir disposer de l'ensemble des informations relatives à la sécurité des produits. Le projet de loi oblige les exploitants à informer l'agence de toute mesure d'interdiction, de restriction ou de modification du rapport bénéfice-risque d'un médicament commercialisé dans un pays tiers. L'Europe nous suit sur ce point. La Commission européenne propose de réviser la directive pharmacovigilance en ce sens, avec obligation d'information au niveau européen. Les prescriptions, on peut aussi la précéder. Les prescriptions hors AMM, bien qu'indispensables dans certains cas, et je pense notamment aux maladies orphelines, doivent rester des situations réellement exceptionnelles. Elles doivent donc être encadrées. Elles doivent donc voir leurs risques associés maîtrisés. C'est ce que propose le projet de loi. Un encadrement par l'agence de l'utilisation hors AMM des médicaments sous la forme de recommandations temporaires d'utilisation. En clair, la prescription hors AMM pour perdre quelques kilos ne doit plus être possible. Les logiciels d'aide à la prescription seront là pour aider les professionnels de santé à distinguer les indications qui relèvent de l'AMM et celles qui sont hors AMM. Et tous les professionnels de santé pourront donc informer leurs patients à chaque prescription et le mentionner sur l'ordonnance. Même si j'ai conscience que pour des médecins de ville, en ville, ils ont parfois à prendre en compte des prescriptions qui ont été faites initialement à l'hôpital. J'en ai bien conscience. En amont de l'AMM, l'évaluation des médicaments doit être mieux encadrée pour garantir un accès équilibré au traitement. C'est bien le sens du nouveau dispositif des ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. Il faut avant tout veiller à ce que les patients ne soient pas privés d'un accès aux thérapeutiques qui leur sont indispensables
même si elle n'avait pas été initialement prévue pour cela. Parce que nous savons que dans ces cas-là, ce serait une perte de chance. Je ne veux pas de perte de chance. Enfin, tout au long de sa vie, le médicament doit être suivi et tous les effets indésirables doivent être notifiés. Chaque patient pouvant même les notifier lui-même et directement, et nous devons veiller à ce que les alertes ne puissent plus rester lettre morte comme ça a été le cas pour le Mediator. Le projet de loi instaure donc un statut législatif du lanceur d'alerte et s'agissant de l'évaluation, le texte institue un groupement d'intérêt public qui permettra de réaliser des études de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie conjointement entre l'ANSM, la HAS, l'INVS et l'assurance maladie. Le texte comporte aussi des dispositions sur les dispositifs médicaux pour encadrer notamment leur publicité, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Troisième axe de cette réforme, des patients mieux informés, des professionnels de santé mieux formés et mieux informés aussi. Il faut donc une information publique, indépendante et de qualité. Voilà pourquoi nous allons créer un portail public du médicament qui regroupera les informations à la fois de l'Agence de sécurité du médicament, de la Haute Autorité de santé et de l'assurance maladie. Mais pour être bien informé, un professionnel de santé doit avant tout avoir été bien formé, que ce soit dans son cursus universitaire, mais aussi tout au long de sa vie de praticien. L'absence de lien direct entre les professionnels de santé et les industriels dans le cadre de la formation permettra, à mon sens, d'éviter cette suspicion. Le taux de la contribution sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique passera donc de 1% à 1,6%, pour un rendement supplémentaire de 150 millions d'euros, qui ira au financement de la FMC, la formation médicale continue, de tous les médecins, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. Je voudrais également revenir sur le contrôle de la publicité auprès des professionnels et sur la visite médicale. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. Le rapport de l'IGAS avait dit qu'il faut supprimer toute visite médicale. Et beaucoup ont applaudi. J'ai proposé pour ma part de procéder par étapes et en disant notamment qu'il faudrait contrôler le contenu de la formation, le contenu des informations, et j'avais donc indiqué qu'à l'hôpital, il fallait mettre en place une visite médicale collective. Et on me dit que je serais allé trop loin. Mais il faut savoir, je sais pertinemment que les visiteurs médicaux ont toujours appliqué les consignes qui leur ont été données par les firmes. Mais il faut savoir si on veut changer les choses, oui ou non. Et moi, je pense qu'il faut les changer. Je pense que la visite médicale telle qu'on l'a connue, il faut la changer complètement. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'y voir clair. Des amendements ont été adoptés à l'Assemblée qui restreignent le champ de la réforme. Je pense, pour ma part, que l'information faite aux prescripteurs par le biais de la publicité des entreprises pharmaceutiques doit être irréprochable. Irréprochable. Voilà aussi pourquoi, concernant les publications, nous allons passer d'un contrôle a priori et non plus a posteriori, mais nous devrons veiller également à ce qu'on ne soit pas empêché ou dans l'impossibilité. Il ne faut pas qu'on rajoute des délais administratifs sans pareil qui empêcheraient non plus la promotion. Concernant le pilotage de la politique du médicament, je sais ce que beaucoup ont pensé. Comment se fait-il qu'en 33 ans, autant de ministres se soient succédés et qu'aucun d'entre eux n'ait été informé de la dangerosité du Mediator? C'est parce que je pense qu'après le scandale du sang contaminé, il y a eu une attitude politique qui a consisté à s'en remettre davantage à l'expertise. Ce n'était pas un phénomène franco-français. C'est un phénomène américain, c'est un phénomène anglo-saxon, notamment dans les pays scandinaves plus précisément. Et en fin de compte, on a donné un maximum de place à l'expertise. Et résultat, vous avez quand des politiques disent « je n'étais pas au courant », soit personne ne les croit, soit personne ne trouve ça normal. Je pense aujourd'hui qu'il faut ramener davantage d'informations au niveau du ministère, parce que la responsabilité publique, la responsabilité politique d'un ministre, elle ne se partage pas et elle ne se délègue pas. Voilà pourquoi je souhaite la création d'un comité stratégique de la politique des produits de santé et de la sécurité sanitaire. Chaque semaine, ce comité devra se réunir en comité opérationnel avec un représentant du ministre, pas du ministère, du ministre, et en comité stratégique tous les trimestres sous la présidence du ministre lui-même. Et seront passés notamment en revue tous les médicaments qui sont sous surveillance, à charge pour le ministre de voir comment il compte assumer et exercer lui-même son regard sur ces sujets-là. Mais de façon à ce que personne ne puisse dire, avec un médicament placé sous surveillance, je n'étais pas au courant. Vous le voyez, il s'agit d'une réforme d'ampleur. Et je sais aussi que cette réforme a fait couler beaucoup d'encre, mais nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui reconnaissent qu'il y aura vraiment un avant et un après Mediator.
Mais j'ai conscience également, avec un peu d'expérience, que voter un texte aussi ambitieux que celui-ci est une chose, mais que nous devons aussi veiller à sa mise en œuvre effective et rapide. Je vous ai parlé de l'évaluation complète de cette réforme. Je serai ouvert dans ce débat de façon à pouvoir prendre un maximum d'apports des sénateurs. Je voudrais vous dire que je l'ai fait également à l'Assemblée parce que je pense que sur un sujet comme celui-ci, quand on est capable de s'éloigner des réflexes partisans, les Français se disent « il y a peut-être davantage l'occasion de faire confiance ». Il y a tellement d'occasions, tellement de sujets sur lesquels nous nous affrontons qu'il est peut-être possible sur certains points, si l'on s'entend, que les Français se disent la politique du médicament, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle veille avant tout à nous protéger. Je suis sûr que nos débats seront constructifs et je pense que nous pourrons aussi faire la preuve que la santé est l'affaire de tous et que la sécurité sanitaire intéresse tous nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Bernard Cazeau, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Mon cher collègue, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis la loi de 1998, issue d'une initiative sénatoriale qui a créé l'APSAPS, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est le premier qui traite de la sécurité sanitaire et des moyens à donner aux autorités chargées de l'assurer. Nous saluons donc un projet de loi qui se propose de renforcer la sécurité sanitaire des produits de santé, même si notre satisfaction est tempérée par l'absence d'un certain nombre de propositions. Fallait-il tout d'abord attendre l'affaire du Mediator, Monsieur le Ministre, pour remédier à des défaillances connues de longue date? Celle-ci avait été mise en évidence, je vous le rappelle, notamment en 2006, par le rapport d'information de notre commission qui était intitulé « Médicaments, restaurer la confiance ». De même, en 2008, il y a un rapport de la MEX de l'Assemblée nationale dont le titre était « Médicaments, prescrire moins, consommer mieux ». Nous regrettons surtout, Monsieur le Ministre, que le projet de loi paraisse en retrait par rapport à la réforme ambitieuse que vous annonciez en janvier dernier. Peut-être auriez-vous dû prendre un peu plus de temps et vous inspirer des conclusions de la mission commune d'information du Sénat sur le Mediator, en particulier pour renforcer le volet du projet de loi relatif au contrôle des liens d'intérêt et à la transparence. Comme je l'ai souligné lors de notre débat en commission, ce volet souffre déjà du fait qu'il recoupe en partie l'objet et les dispositions d'un autre texte, le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, dit projet de loi Sauvé, projet de loi qui a été déposé à la fin juillet sur le bureau de l'Assemblée nationale. Cette dichotomie a été voulue, nous dit-on, en raison de la spécificité du secteur sanitaire. Certes, elle n'en est pas moins gênante et risque de se traduire, après l'adoption des deux textes, par des redites ou des contradictions. Il est dommage, par ailleurs, que selon toute vraisemblance, la future autorité de la déontologie de la vie publique que propose de créer ce projet ne soit pas encore en place lorsque le texte que nous examinons aujourd'hui entrera en vigueur. Nous aurions surtout souhaité dans ce domaine une démarche plus ambitieuse. Nous relevons en particulier que pour le projet de loi, la nécessité soulignée par pratiquement tous les rapports suscités par l'affaire du Mediator. Tous les rapports préconisent de créer un corps d'experts publics indépendants. C'est là peut-être la lacune que le Parlement ne peut pas, d'ailleurs, puisque nous sommes tenus par la rigueur de l'article 40 de la Constitution, ne peut hélas combler, et celle qui fait un petit peu tâche, si vous me permettez cette expression, dans ce texte que vous avez mis en œuvre. En ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives aux déclarations d'un public d'intérêt, hormis les rares cas, comme ceux des ARS ou de l'Institut national du cancer, où de telles déclarations n'étaient pas encore imposées par la loi, elles n'ajoutent pas grand-chose aux dispositions en vigueur et sont même trop générales pour n'être pas moins précises que ces dernières. Quant au Sunshine Act à la française, il est très en retrait, Monsieur le Ministre, de son modèle américain, même si son champ d'application se veut plus vaste, au point que l'on pourrait presque parler d'un Sunset Act.
En ce qui concerne l'AFSAPS, le texte propose d'abord de changer son nom. Ce changement nous a paru, à première vue, cosmétique, mais aussi redondant. Il nous semble que les médicaments font aussi partie des produits de santé. Plus intéressantes sont les nouvelles compétences données à l'agence, comme la possibilité de prononcer des sanctions administratives financières ou celle d'exiger un droit d'accès aux informations nécessaires à sa mission. Nous approuvons aussi la possibilité de demander des essais contre-comparateurs actifs, même si elle est contrainte par le droit communautaire, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. J'en viens aux nouveaux moyens de la politique de pharmacovigilance. Leur portée et leurs limites sont celles de la directive européenne de décembre 2010, qui a modifié en dernier lieu la directive du 28 novembre 2001 et qui institue un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Par rapport aux autres améliorations apportées par ce texte, issu de l'Assemblée nationale, je soulignerai en particulier celles qui tendent à un meilleur contrôle des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché, vous l'avez évoqué, mais aussi celles qui tendent à encadrer les autorisations temporaires d'utilisation qui doivent cependant rester pour les patients une voie d'accès à l'innovation thérapeutique. Ne pas oublier cela, on doit toujours garder la voie d'accès à l'innovation thérapeutique. Nous partageons votre souci de mieux contrôler la promotion des produits de santé et d'améliorer l'information tant des professionnels que du public. Je citerai à cet égard les dispositions renforçant le régime juridique de la publicité des dispositifs médicaux et des médicaments. Je me réjouis évidemment de la nouvelle impulsion donnée à la prescription des médicaments en dénomination commune internationale. Nous l'avions d'ailleurs demandé à plusieurs reprises dans des PLFS des années passées. Enfin, il arrive. Tout comme la fixation d'ailleurs d'un délai pour la généralisation de l'usage de logiciels certifiés d'aide à la prescription et à la dispensation, qui était attendu depuis longtemps. Nous l'avions demandé à plusieurs reprises à Mme Bachot. Votre commission s'est efforcée de renforcer et de compléter et d'enrichir le texte issu de l'Assemblée nationale. L'obligation de déclaration publique d'intérêt imposée par l'article 1 du projet de loi a, je l'ai dit, une portée trop générale pour être précise. Elle s'impose en effet aux membres des organes consultatifs placés auprès des ministres, aux dirigeants et aux membres des organes collégiaux de tous les organismes compétents en matière de sécurité sanitaire ou de produits de santé. Cela recouvre des instances fort différentes et des situations très diverses. Pour ne citer que quelques exemples, nous voyons des comités de protection des personnes, l'Agence biomédecine, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, l'actuel AFSAPS, la Haute Autorité, etc., etc. La Commission s'est efforcée de clarifier la définition des liens d'intérêt qui doivent être déclarés, d'étendre l'obligation de déclaration aux liens noués au cours des 5 années écoulées, de rédiger le texte de manière à ne pas paraître en limiter l'application aux seuls membres d'instances collégiales. S'inspirant des préconisations de la mission d'information sénatoriale, il a par ailleurs prévu que le président de la Haute Autorité de santé, le directeur général de l'agence et le président de l'Institut national du cancer et le directeur général de l'INSERM ne pourraient avoir aucun lien d'intérêt pendant les 3 années précédant leur prise de fonction, ni pendant la durée de leur mandat. Cela nous paraît conforme à l'exigence de garantir l'impartialité de ces institutions. La Commission a également précisé et complété les compétences actuelles en les étendant à toutes les personnes soumises à l'obligation de déclaration publique d'intérêt de la commission de déontologie créée par la loi de janvier 1993, dite loi Sapin. Nous avons voulu aussi, dans les limites étroites de l'initiative financière, adosser à cette commission le régime de déclaration des liens d'intérêt prévu par l'article 1er du projet de loi. En particulier, il nous a semblé souhaitable que les déclarations d'intérêt lui soient transmises par les autorités qui en seront destinataires et qu'elles puissent les assister pour leur contrôle. Nous avons pris note à cet égard de l'intérêt de la Cour des comptes pour une procédure de déclaration unique auprès d'un organisme centralisateur. L'intervention de la commission de déontologie nous paraît d'autant plus nécessaire que ces missions seront reprises par l'autorité de déontologie de la vie publique. C'est pourquoi nous souhaitons également qu'elle puisse dès à présent, comme la future autorité, exercer un rôle de conseil en matière de rédaction des déclarations publiques d'intérêt et de prévention des conflits d'intérêts. Le même article 1er prévoit un nouveau dispositif
substantiellement modifié par l'Assemblée nationale relatif à la publicité des débats des instances d'expertise. Notre commission en a adopté une nouvelle rédaction afin de centrer cette obligation de publicité sur la rédaction de procès-verbaux diffusés en ligne et précisant notamment le détail des votes et des opinions dissidentes. Cela n'interdira nullement, évidemment, la diffusion d'enregistrements audiovisuels, mais une information écrite sera sans doute plus accessible, plus complète et plus facile à consulter. Pour éviter qu'une invocation abusive des secrets protégés par la loi n'entrave la publicité des débats, la Commission des affaires sociales a donné compétence à la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, pour connaître des questions relevant de l'application de ces dispositions. Cette compétence sera identique à celle qu'a déjà la CADA en matière d'application des dispositions relatives à la publicité des débats des assemblées locales. Enfin, l'article 1er comporte aussi des dispositions sur l'expertise sanitaire et notamment un article prévoyant l'approbation par décret d'une charte de l'expertise sanitaire. Les chartes, objets juridiques mal identifiés, nous inspirent une confiance limitée. Je l'ai tout à l'heure regretté, Monsieur le ministre, mais nous avons une confiance limitée dans les chartes et celles-ci ne nous semblaient pas être l'instrument idéal pour poser des définitions qui devraient relever du législateur, comme celle des notions de lien d'intérêt et de conflit d'intérêt. En tout état de cause, cet article n'avait aucune portée normative et nous l'avons donc supprimé, comme vous l'avez d'ailleurs regretté tout à l'heure. En revanche, en nous inspirant des conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la grippe H1N1, nous proposons d'ouvrir les instances d'expertise à des spécialistes de médecine générale et des experts en sciences humaines, car il faut aussi prévenir les biais qu'engendrent parfois les liens intellectuels ou académiques, les phénomènes de pensée unique ou de pensée de groupe. L'article 2 du projet de loi traite notamment du Sunshine Act à la française, qui ferait l'objet d'un nouvel article du Code de la santé publique. Pour que lumière soit effectivement faite sur les liens contractuels et financiers entre les laboratoires et les divers acteurs et partenaires du secteur français qu'énumère ce nouvel article, il nous a paru nécessaire d'apporter des modifications substantielles au dispositif prévu. Le même article proposait de modifier un des articles du dispositif anti-cadeau pour permettre aux étudiants se destinant aux professions de santé, à l'instar de ces professionnels eux-mêmes, de passer des conventions avec les laboratoires ou de bénéficier de prestations dites d'hospitalité. Il ne nous a pas paru souhaitable de légitimer ni d'encourager de telles pratiques. Et nous avons supprimé cette innovation afin de ne pas donner aux étudiants l'habitude d'avoir recours à l'industrie pharmaceutique. Nous avons en revanche conservé l'extension aux étudiants de l'interdiction de principe de recevoir quelques avantages que ce soit de l'industrie pharmaceutique. J'en viens aux dispositions du titre 2, consacré principalement au devenir de l'actuelle Agence française de sécurité des produits de santé, chargée du contrôle de la mise sur le marché de la sécurité de ces produits. L'article 4 changeait son nom en Agence nationale de sécurité du médicament, c'est le SIG. Et plus loin, il y avait « et des produits de santé ». Mais dans le SIG, il n'y avait pas « et des produits de santé ». Nous étions inégalement convaincus, je crois, de la nécessité de ce changement de nom. J'ai dit tout à l'heure que c'était cosmétique. Pour vous être agréable, Monsieur le ministre, nous en acceptons le principe de changer de nom. Mais la nouvelle dénomination posait plusieurs difficultés évoquées plus haut, et nous en avons choisi une autre qui nous semble plus conforme à la réalité de l'agence et reste plus proche de son ancienne appellation. L'article 5 prévoit des règles de publicité des travaux des instances d'expertise de l'agence et se propose d'élargir son conseil d'administration aux parlementaires et aux acteurs du système de santé. Cette réforme a paru intéressante à notre commission, à condition que le conseil d'administration puisse réellement suivre et orienter les actions menées en matière de police sanitaire. Elle a donc modifié le texte en ce sens et garanti l'indépendance des associations de patients représentées au sein du conseil d'administration de l'agence, ainsi qu'une représentation spécifique des associations de victimes d'accidents médicamenteux. L'article 5 bis, inséré par l'Assemblée nationale, propose de confier à la Haute Autorité de santé la mise en place d'un portail public sur les maladies et leur traitement. Nous approuvons cette mesure utile
que nous avons complété pour que cette information porte également sur le bon usage des produits de santé. Le titre 3 concerne le bon usage du médicament. Il procède notamment, je l'ai déjà dit, à la transposition des dispositions de la directive européenne de décembre 2010 relative à la pharmacovigilance. Les articles 6 à 9 entendent renforcer l'information et la capacité de l'agence en charge du médicament d'assurer cette pharmacovigilance, notamment en demandant des études de sécurité comparatives après l'autorisation de mise sur le marché, ceci bien sûr en attendant l'évolution de la législation communautaire en matière d'AMM, ce que vous avez évoqué et ce dont vous devrez certainement au cours du débat nous parler plus abondamment. À cet égard, nous jugeons particulièrement important l'article 9 bis. Pour nous, c'est un article majeur qui a été d'ailleurs inséré à l'initiative d'une de nos collègues de l'Assemblée nationale, Catherine Le Marton. Cet article permet de contourner l'obstacle, comme vous l'avez exposé d'ailleurs très bien tout à l'heure, permet de contourner l'obstacle du droit communautaire. Faute de pouvoir imposer des essais comparatifs au moment de l'AMM, cet article les impose au moment de la demande de remboursement des médicaments, procédure qui, elle, relève de la seule compétence nationale. Dans les faits, les conséquences de cette mesure seront pratiquement les mêmes que celles d'une réforme de la procédure AMM. Notre commission a d'ailleurs renforcé la rigueur juridique de cet article fondamental. Les articles 10 à 13 encadrent les conditions de prescription. L'article 11 en particulier organise la prescription en dehors des indications autorisées dites hors AMM, en ouvrant la possibilité à l'agence en charge du médicament de faire des recommandations temporaires d'utilisation lorsque cela lui semble utile pour la santé publique. D'autant que la liberté de prescription du médecin reste totale dès lors qu'il explique à son patient les raisons d'une prescription hors AMM. Ce type de prescription est nécessaire et répandu, comme l'illustre l'exemple de la prescription d'aspirine à des patients atteints d'affections cardiovasculaires, comme dans le premier acte, le premier principe, c'est celui d'une action antalgique. La Commission a complété l'information donnée aux patients pour qu'ils sachent si le médicament lui sera ou non remboursé, la situation créée par le projet de loi étant sur ce point assez complexe. Les articles 14 à 16 concernent l'accès aux médicaments et spécialement les autorisations temporaires d'utilisation qui permettent aux patients qui en ont besoin impérieux d'accéder aux traitements les plus innovants avant leurs autorisations formelles. Nous souhaitons bien sûr préserver cet accès. En revanche, il ne faut pas, comme l'a souligné la Cour des comptes, que l'ATU soit pour les industriels le moyen de contourner les procédures d'AMM et de fixation des prix par le Comité économique des produits de santé. Nous avons par conséquent tenté de parvenir à un équilibre en limitant la durée de vie des ATU et en précisant les conditions d'octroi des ATU nominatives. Cela étant, nous avons choisi de n'apporter aucune restriction à la procédure d'ATU nominative dérogatoire telle qu'elle a été prévue par l'Assemblée nationale, qui permet de répondre à des situations rares et souvent douloureuses. L'article 18 porte sur la publicité relative aux médicaments. Nous avons fait le choix d'une interdiction de principe des campagnes de publicité menées sur les vaccins par les laboratoires. Il nous semble en effet essentiel d'affirmer que la prévention doit relever exclusivement de la puissance publique. L'article 19 met en place à titre expérimental la visite médicale collective dans les établissements de santé. Je vous l'avoue, je ne suis pas entièrement convaincu de la pertinence de cette expérimentation. Pour autant, si l'on mène une expérimentation, il faut la mener sérieusement. C'est pourquoi nous n'avons pas souscrit au texte de l'Assemblée nationale qui en restreignait largement la portée. Nous proposons donc de préserver le champ initial de l'expérimentation. Il vous reviendra, Monsieur le ministre, d'en fixer les modalités en tenant compte des réalités de terrain. Nous proposons aussi de donner un rôle pilote à la Haute Autorité de santé dans l'évaluation de cette expérimentation, ce qui ne nous empêchera pas d'envisager d'autres formes de concertation le moment venu. Enfin, nous souhaitons l'élaboration d'un rapport sur l'évolution de la profession de visiteur médical que nous demanderons à Madame la Présidente de la Commission en ce qui concerne le Sénat. Le titre 4
rassemble les dispositions visant à aligner dans la mesure du possible le régime juridique applicable aux dispositifs médicaux sur celui des médicaments, en particulier en matière de publicité et de respect de certaines exigences techniques et de sécurité. C'est une bonne chose, car les dispositifs médicaux de plus en plus utilisés ne font l'objet que d'un encadrement limité en droit national. Et je garde en mémoire la réflexion d'une des personnalités entendues dans le cadre de la préparation de mon rapport, qui me disait texto « Le prochain Mediator sera un dispositif médical ». Comme une première étape nécessaire à une meilleure évaluation des dispositifs médicaux, la Commission a donc souhaité que la Haute Autorité de santé dresse le bilan des règles existantes en termes de sécurité des dispositifs médicaux et propose les réformes qui paraîtraient nécessaires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la réforme du système de sécurité sanitaire nous paraît être une avancée importante vers la sécurité du médicament et des dispositifs médicaux. Nous sommes tous animés par le souci de la rendre la plus complète et la plus efficace possible. Espérons que notre débat d'aujourd'hui y contribue et prolonge dans le même climat de dialogue ouvert les apports de l'Assemblée nationale au projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. Pour nous, la réalité de la réforme qui sortira de ce texte est un premier pas, certes important, mais que nous aurons à compléter dans l'avenir. C'est dans cette attente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que la Commission des affaires sociales demande au Sénat d'adopter le projet de loi tel qu'elle l'a modifié et complété par les amendements auxquels elle a donné un avis favorable. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale dont le temps a été fixé par la Conférence des présidents à 2 heures, la parole est à Madame Anne-Marie Escoffier pour le groupe RDSE. Ma collègue, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comment ne pas souligner, Monsieur le Ministre, la fièvre et pas seulement la fébrilité qui a accompagné la conception puis la naissance de ce projet de loi. Un projet de loi, l'unanimité est là sur tous nos bancs pour l'attester, très impatiemment attendu après les affaires qui ont jeté discrédit et suspicion sur le médicament à usage humain. Pas moins de 7 rapports pendant les 6 premiers mois de cette année par des instances à l'autorité reconnues pour démêler les fils de dispositifs ou s'entrechoquent. Intérêts des patients, intérêts des professionnels de santé, intérêts commerciaux et industriels avec leur cortège de contradictions dans un contexte global de dilution des responsabilités. Comment alors ne pas se féliciter de ce projet de loi, un peu tardif, comme l'a souligné notre excellent rapporteur Bernard Cazeau, mais un projet de loi qui, malgré les imperfections ou insuffisances qui ont été soulignées, apporte une véritable amélioration au système que nous connaissons aujourd'hui. Il est à ce titre tout à fait symbolique que le titre premier traite des liens d'intérêt et fixe un corpus commun de règles déontologiques, tirant ainsi leçon des expériences malheureuses vécues récemment. Des dispositions qui s'inscrivent délibérément dans la prévention des liens d'intérêt et viendront protéger contre eux-mêmes les multiples opérateurs sous tutelle des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale. Dans le même esprit, obligation est faite à l'industriel pharmaceutique de déclarer les conventions conclues avec les acteurs des produits de santé et les avantages en découlant. Une mesure qui conforte le rôle et la place du Conseil national de l'ordre des médecins, mais qui mériterait d'être élargie pour rendre obligatoire la transmission de toutes les conventions et pas uniquement celles relevant de l'article L. 4113-6 du Code de la santé publique,
aux ordres professionnels et ainsi faciliter en toute transparence la vérification de ces conventions et la publication des avis rendus. Le titre 2, Gouvernance des produits de santé, tire lui aussi la leçon des liens trop distendus qui existaient entre l'AFSAPS et son ministère de tutelle. Je veux espérer, et je suis confiante, que la nouvelle Agence française de sécurité des produits de santé, avec son conseil d'administration recomposé, saura être cette instance de veille, d'expertise, de conseil, non seulement entendue, mais écoutée du ministre de la Santé, pour qu'elle puisse pleinement s'investir dans le rôle et la responsabilité accrue qu'elle détient désormais. Le titre 3, relatif aux médicaments à usage humain, est au cœur des préoccupations de tous les acteurs, patients ou professionnels de santé. Je voudrais, à très grands traits, redire 4 des particularités de la France en matière de médicaments. La surconsommation générale des médicaments, en dépit des campagnes qui se multiplient pour en freiner l'usage, par exemple les antibiotiques. Le poids de la visite médicale et des dépenses promotionnelles de l'industrie pharmaceutique. La pratique très répandue des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché. Elle pourrait aller jusqu'à porter à 20% leur part rapportée au nombre total des prescriptions. Et dernier point, une sous-notification des effets indésirables liés à un produit de santé. Sur chacun de ces points, notre rapporteur a été particulièrement vigilant et s'est attaché à avaliser ou à introduire des dispositions équilibrées, protectrices des uns comme des autres. Je citerai à titre d'exemple l'article 11 relatif aux conditions d'une prescription hors autorisation de mise sur le marché qui garantit, sans l'alourdir, les modalités d'information du patient sur les conditions du remboursement du médicament. Je soulignerai encore les améliorations apportées au texte s'agissant des autorisations temporaires d'utilisation, facteur évident d'innovation, mais nécessitant une particulière vigilance avant de les mettre sur le marché. La place donnée à la pharmacovigilance et à l'obligation faite aux industriels pharmaceutiques, autant qu'aux médecins, autant aussi qu'aux professionnels de santé, de dénoncer tout effet indésirable d'un médicament, d'en informer l'Agence française sans délai, est une mesure de bonne gestion tout à fait opportune dès lors qu'elle est accompagnée de la protection corrélative des personnes ayant signalé de bonne foi le dit effet indésirable. Si dans son ensemble, ce texte a bien cherché à répondre à des problématiques dont chacun ici mesure la complexité, il n'en reste pas moins que plusieurs points mériteraient encore d'être approfondis. J'en citerai 3. C'est le cas par exemple de la visite médicale collective. Nous avons été nombreux certainement à avoir été alertés sur le projet faisant de l'information, jusqu'ici individuelle, par démarchage ou la prospection pour certains produits de santé, une information collective. Si je fais abstraction du problème économique et humain qu'entraînera cette mesure avec la disparition corrélative d'emplois de visiteurs médicaux, je ne peux manquer, en revanche, de m'interroger sur l'efficacité d'une information collective dans des conditions qui me paraissent, pour connaître, comme beaucoup ici, le monde des praticiens hospitaliers et libéraux, quelque peu aléatoires. Avoir donné à cette disposition un caractère expérimental pour 2 ans au maximum me paraît une mesure de sagesse. Deuxième difficulté, me semble-t-il, d'application de cette loi, l'éternel problème budgétaire. Les moyens dont doivent disposer les instances de contrôle, Direction générale de la santé, ARS, seront-ils à la hauteur des ambitions? Quel renfort attendre et dans quel calendrier? Autre point que je souhaite signaler, celui de la vigilance sur les dispositifs médicaux eux-mêmes. Si la pharmacovigilance est clairement institutionnalisée, le projet de loi me paraît bien silencieux sur la matériovigilance. Et pourtant, ne serait-il pas temps de s'interroger sur l'utilisation de certains matériels,
sur les habilitations à leur accorder après avoir vérifié, par exemple, les effets en matière d'irradiation ou de développement de tumeurs. L'hôpital Purpan de Toulouse a connu en la matière quelques mauvaises expériences que nous n'avons pas le droit de méconnaître. Monsieur le ministre, voici un texte dont vous aurez compris qu'il répond à une attente forte, qu'il y répond bien, en dépit de quelques insuffisances dont nous sommes assurés que vous saurez les entendre. C'est pourquoi, mais mon collègue Gilbert Barbier le dira mieux que moi, les membres de notre groupe, confiants dans les améliorations proposées si elles sont adoptées, voteront ce texte. Merci, ma chère collègue. La parole est à notre collègue Jean-Louis Laurin. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis entreprend donc une réforme volontariste et ambitieuse de notre système de sécurité sanitaire et il fait suite aux travaux menés par l'Inspection générale des affaires sociales, mais aussi par les assises du médicament et différentes missions parlementaires. Alors notre Assemblée a d'ailleurs fortement participé à cet effort de réflexion et je pense à ceux de la commission d'enquête présidée par notre ancien collègue François Autain et notre ancien collègue Marie-Thérèse Hermange. Donc nous appuierons sur les travaux et les recommandations des assises du médicament et l'ambition, comme c'est la vôtre, Monsieur le ministre, est de restaurer la confiance en renforçant la transparence. Alors le système d'évaluation et de contrôle du médicament actuellement en vigueur s'est complexifié avec la multiplication des instances impliquées dans le processus, sans parvenir à garantir une expertise impartiale et indépendante pour la sécurité du médicament et la santé des usagers. Après avoir été largement dominée par le rôle de l'État, la politique du médicament a été libérée de cette tutelle en 1993 et cette tendance n'a fait que se confirmer avec la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme, qui a créé aussi, cette loi a créé l'APSAPS et celle d'août 2004 de plus, relative à l'assurance maladie, créant la Haute Autorité de Santé. Nous avons constaté que l'absence de centre politique et administratif de décision crée un déséquilibre laissant le champ ouvert à toutes les influences, comme l'a souligné l'Inspection générale des affaires sociales dans ce rapport de juin 2011. C'est pourquoi un retour à la responsabilité du politique apparaît indispensable, tout autant que l'est une refonte de la gouvernance des agences. Après un dramatique scandale, le Mediator, une gestion contestée de la grippe H1N1 et récemment la publication d'une liste de 77 médicaments sous surveillance, il s'agit aujourd'hui de rééquilibrer notre système de sécurité sanitaire pour en renforcer l'efficacité et l'indépendance et de rétablir la confiance des Français envers le dispositif de sécurité du médicament. Donc il nous est demandé de renforcer la pharmacovigilance, d'encadrer les prescriptions hors AMM, de contrôler la publicité auprès des professionnels de santé, de renforcer l'encadrement des dispositifs médicaux. Le projet de loi que vous proposez, Monsieur le ministre, a le mérite de ne pas avoir succombé à la tentation de l'excès, en remodelant en profondeur notre système avec pondération. Ce texte pose les bases d'un système qui offrira de plus grandes garanties tant pour les patients que pour les prescripteurs. Il ne se limite pas à réaliser quelques aménagements de dispositifs actuels, il le modifie en profondeur, il le modifie avec la détermination d'assurer l'indépendance et la transparence du système de sécurité sanitaire, de renforcer le processus de pharmacovigilance, d'assurer une meilleure formation des professionnels de santé, d'améliorer l'information du public et des acteurs du système de santé. Alors avant d'évoquer les apports essentiels du texte, mes collègues rentreront dans des détails particuliers, je tiens à affirmer que la réforme de notre système ne doit pas être ressentie comme une mise en accusation
de l'industrie du médicament. Les laboratoires de recherche et les industries pharmaceutiques réalisent un travail remarquable dont notre pays a le plus vif besoin pour accompagner l'innovation et permettre des avancées médicales indispensables à l'amélioration des soins. Bien sûr, certains des changements apportés par le projet peuvent préoccuper les professionnels de santé. Or, sans l'instauration d'un système efficient, précis, véritablement renouvelé, nous ne parviendrons pas au but fixé, soit assurer une plus grande transparence du dispositif de sécurité sanitaire, permettre une meilleure identification des responsabilités et remettre l'intérêt des patients au cœur du système. L'expertise est au cœur de la nécessaire transparence. Nos débats doivent permettre d'identifier les liens d'intérêt nécessaires avec les centres de recherche, avec l'université, avec la recherche industrielle. Le besoin de clarification des rôles et des missions des experts internes et externes doit entraîner une valorisation aussi des métiers. Et la gestion des déclarations d'intérêt doit aboutir, en fait, à l'éradication des conflits d'intérêts. Aussi, nous ne pouvons que publiciter ce projet de loi dont les dispositions constituent de réelles avancées. Je n'en évoquerai ici que quelques-unes particulièrement éloquentes. Le texte entend lutter contre toute forme de conflit d'intérêts. Il prévoit une transparence totale dans la relation entre l'industrie et l'ensemble des acteurs du système de santé. Il s'agit notamment d'assurer l'indépendance des experts et de leurs décisions. À ce titre, la déclaration d'intérêt obligatoire est systématisée à tous les acteurs du domaine de la santé. Elle devra mentionner les liens d'intérêt personnels, ceux des conjoints, ascendants, descendants, établis au cours des 5 dernières années. Elle sera rendue publique et actualisée. L'exigence de transparence s'appliquera également à toutes les conventions conclues entre les entreprises, les professionnels de santé, les associations de professionnels de santé et de patients, les étudiants en médecine et en odontologie, les établissements de santé, les fondations, les organes de presse spécialisés, les sociétés savantes et les organismes de conseil. Au-delà de certains seuils, l'obligation de publicité s'étendra aux avantages en nature ou en espèces consentis par ces entreprises. Le texte modifie par ailleurs le système d'admission au remboursement d'un nouveau médicament. Désormais, il faudra que ce médicament apporte quelque chose de plus par rapport au traitement de référence existant. Donc une agence restructurée va se substituer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Et entre parenthèses, j'aimerais mettre en valeur aussi la nouvelle direction et la confiance à laquelle nous leur portons devant la qualité de ces hommes et de ces femmes qui vont prendre en charge ou qui ont déjà pris en charge cette nouvelle agence. Afin que le doute soit au bénéfice systématique du patient, la nouvelle agence de sécurité du médicament pourra demander à l'industrie pharmaceutique de mener des essais comparatifs pour montrer l'amélioration du service médical rendu par un médicament par rapport à un médicament existant et non plus par rapport à un placebo. Les industriels qui refuseraient de faire des essais contre-comparateurs, puisque une directive européenne empêche d'exiger ce type d'essai, devront le justifier. L'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, ne sera ainsi délivrée et la prise en charge des traitements par la collectivité ne sera possible que si les médicaments font au moins aussi bien que d'autres traitements de référence déjà sur le marché. Si les médicaments présentent un SMRI, un service médical de rendu insuffisant, aucune prise en charge par la collectivité ne sera envisagée. La nouvelle agence sera organisée avec l'objectif constant, là encore, d'en assurer la transparence et l'indépendance, et la composition de son conseil d'administration sera modifiée. Le projet de loi fait une plus grande place aux représentants parlementaires, désormais 6, et supprime la présence de représentants
des laboratoires et des entreprises fabriquant ou commercialisant des médicaments. Son mode de financement sera revu. Donc l'agence sera financée, comme le ministre l'a dit, par une subvention d'État qui percevra les taxes et redevances de l'industrie pharmaceutique, jusqu'alors directement versées à l'agence. Les modalités de l'autorisation de mise sur le marché et de sa réévaluation sont également réformées afin d'en faciliter la suspension ou le retrait et de garantir un meilleur suivi du médicament tout au long de sa vie. Cela implique, par exemple, la réalisation d'études comparatives contre un médicament de référence lorsqu'il existe. Un effort tout particulier est fourni afin d'assurer une information efficace et complète des patients et de l'ensemble des acteurs de la santé, la création d'un site internet sur les maladies et leur traitement, le renforcement de la place de la pharmacovigilance dans la formation des professionnels de santé, la réforme expérimentale de la visite médicale collective à l'hôpital, nous y reviendrons, ou encore l'instauration d'un nouveau mode de pilotage de la politique du médicament autour d'un comité stratégique, sont autant de dispositions du texte qui participent à cette volonté. De même, les modalités de publicité pour les médicaments et les dispositifs médicaux seront mieux encadrés. Il s'agit enfin de faire évoluer la place des patients et des associations de patients dans le sens d'une plus large implication dans le processus de notification des effets indésirables d'un médicament. Désormais, ils pourront notifier directement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament avec la création d'un recours en cas de non-traitement de la demande. Mais par nos amendements, nous tenterons, nous devons le dire, Monsieur le ministre, de façon très forte, rétablir les dégâts de la déconstruction du texte issu de la Commission des affaires sociales du Sénat, tout en proposant nos améliorations, comme nous avons l'habitude de le faire, dans le cadre d'un rapport fructueux avec le gouvernement. Ainsi, le système de sécurité sanitaire, encore perfectible, pourrait être stabilisé. L'UMP et mes collègues de la Commission des affaires sociales ne pourront pas accepter un texte qui ne vise pas à refondre le système de sécurité sanitaire des produits de santé, conciliant sécurité des patients et accès aux progrès thérapeutiques. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Philippe Darniche pour la réunion des sénateurs non inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est l'aboutissement tant attendu d'un travail considérable, réalisé notamment à travers les assises du médicament, qui ont permis à tous les acteurs des produits de santé de s'exprimer librement et dans l'unique objectif de réussir à concilier progrès thérapeutique et sécurité des patients. Tant attendu car nous avions besoin de ce texte qui puisse enfin restaurer la confiance que les patients doivent avoir en leurs médecins et aux médicaments qui leur sont prescrits dans un pays où tous les classements s'accordent à dire que nous avons la meilleure médecine du monde. Malheureusement, le scandale du Vioxx et du Mediator ont ébranlé cette confiance. La base du texte est bonne et j'adhère notamment aux 3 propositions principales qui sont faites, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, la création d'une nouvelle agence de sécurité du médicament qui va dans le bon sens. Il paraît invraisemblable, alors que nous avons mis en place en France le plus grand nombre d'organismes de surveillance des produits de santé, d'avoir le sentiment qu'ils ont parfois travaillé sans se concerter. Il était donc temps que le pouvoir politique prenne ses responsabilités et mette un holà à une situation de cafouillage qui a trop duré. Car la chaîne du médicament ne peut pas être exonérée de sa responsabilité dans le scandale du Mediator, notamment en ce qui concerne la délivrance de l'AMM. La création de cette nouvelle agence chargée de surveiller le risque d'un médicament tout au long de son cycle de vie, en évaluant les dangers et les bénéfices en fonction des travaux de recherche plus récents, est une excellente mesure qui doit remettre de l'ordre dans la chaîne du médicament et rassurer nos concitoyens sur les produits qu'on leur délivre. Le texte propose ensuite de renforcer la lutte contre les conflits d'intérêts, objectif essentiel, car il y a trop de soupçons de collusion,
dans le domaine de la santé entre la recherche et l'argent. Soupçons malheureusement parfois fondés et le prix à payer peut être douloureux. Sur le Mediator, ce soupçon pour les familles de victimes est insupportable. Il est donc urgent de modifier le travail des autorités de santé et de leurs acteurs, et la décision d'introduire plus de transparence par le biais de déclarations détaillées rendues publiques sous peine de sanctions est une avancée fondamentale à mes yeux. Nous formons en France des chercheurs de renommée mondiale qui, depuis des décennies, ont réalisé des découvertes extraordinaires, nous protégeant aujourd'hui notamment grâce à des vaccins et des antibiotiques hyper sophistiqués de maladies infectieuses encore mortelles il y a quelques années. Nous ne demandons pas la fin des progrès thérapeutiques. Ce que nous demandons, c'est un pilote, un veilleur attentif aux bonnes découvertes et aux moins bonnes. C'est chose faite dans ce texte et je m'en réjouis. Cependant, vous me permettrez, Monsieur le Ministre, de poser quelques questions. La première, en ce qui concerne la déclaration des effets néfastes ou inattendus des médicaments, cette déclaration me semble devoir être simplifiée. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels ne font pas de déclaration car les formulaires et les démarches sont trop complexes. Prévoyez-vous une amélioration de ce dispositif? Ma deuxième question, la mission sur le Mediator a montré que les conseils régionaux de pharmacovigilance manquaient cruellement de moyens humains et financiers. Les agences régionales de santé auront-elles les moyens pour y remédier? Ma troisième question, la formation initiale des médecins en matière pharmaceutique, on va dire pharmacologique, est jugée insuffisante. Je sais que le DPC doit y remédier, mais pensez-vous que ce dispositif soit suffisant pour les éclairer tout au long de leur exercice de nouvelles spécialités apparues sur le marché? Pour autant, je pense que la visite médicale doit être maintenue. Encore faut-il que la charte censée régler le problème éthique soit contrôlée. Il ne faudrait pas qu'elle appartienne au seul laboratoire pharmaceutique. Enfin, concernant les AMM, qui doivent résulter d'une évaluation précise, il me semble qu'il faille les retenir en fonction des évolutions qu'elles apportent par rapport aux anciens médicaments de la même classe thérapeutique. Monsieur le ministre, je profite de mon intervention pour souligner un problème que vous connaissez et qui concerne l'efficacité de certains médicaments génériques. Je pense particulièrement aux génériques du lévothyrox et de la dépakine. Ayant manifestement un effet thérapeutique différent du princeps, les analyses pratiquées sur les malades qui les absorbent le démontrent depuis plusieurs années. Est-ce dû à l'excipient? Est-ce dû à des doses modifiées? Mais cela pose un vrai problème de santé publique dont vous êtes saisi. Je souhaiterais que vous nous éclairiez sur ce point de vue. Il n'en reste pas moins que ce problème doit être réglé au plus vite pour éviter des incidents qui peuvent être majeurs. En conclusion, considérant que ce texte est une réelle avancée dans l'objectif de sécurité sanitaire que nous devons tous avoir, j'en soutiendrai vos propositions avec la majorité de mes collègues non inscrits. Merci, Monsieur Darniche. La parole est à Monsieur Jean-Marie Vanlerenberghe pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la réforme du système du médicament, enfin. C'était le titre du rapport de notre mission d'information sur le Mediator. Il était éloquent. Effectivement, le présent projet de loi était attendu. Suite au drame du Mediator, le Sénat a décidé, 6 ans d'ailleurs après avoir publié un rapport qui était resté lettre morte, de se ressaisir du sujet afin de mettre au jour les dysfonctionnements de la chaîne du médicament en France. Cette mission d'information a formulé 65 propositions que notre commission des affaires sociales a adoptées à l'unanimité. Ces propositions, auxquelles nous souscrivons pleinement, ont-elles été correctement prises en compte? Le texte les prend en compte, pas toutes. Merci pour celles qui sont prises en compte, mais effectivement, un grand nombre de ces propositions sont de nature réglementaire et elles ne figurent pas dans ce texte. Par ailleurs, certaines d'entre elles ne sont pas neutres en termes de finances sociales, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, c'est donc au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale
que ces mesures seront traitées. Ce qui conduit à un paradoxe, d'ailleurs, auquel nous ne pourrons échapper. Pour éviter le morcellement financier, c'est le choix du morcellement des réformes qui a été fait. Une fois ce ménage effectué, que reste-t-il? Le projet de loi initial apporte, il faut le souligner, des améliorations substantielles au fonctionnement de la chaîne du médicament. Il retranscrit fidèlement certaines de nos propositions. Il s'agit là donc d'une très louable prise en compte par le gouvernement du travail de la mission. Dans le même temps, nous ne pouvons qu'approuver les efforts de notre commission des affaires sociales, dont je salue au passage le travail, en particulier celui de notre rapporteur Bernard Cazeau, afin d'améliorer encore la prise en compte des recommandations de notre mission d'information. Notre collègue Nathalie Goulet se concentrera dans son intervention sur les questions des conflits d'intérêts. Mais nous pouvons dire que nous sommes globalement favorables à vos propositions, même si, à mon avis, il aurait été possible d'aller encore un peu plus loin en excluant complètement les représentants de l'industrie pharmaceutique de toutes les commissions et groupes de travail de l'AFSAPS et de la HAS. C'était d'ailleurs la proposition numéro 4 du rapport. En ce qui concerne la gouvernance, le progrès annoncé est indéniable. Nous approuvons l'élargissement des compétences et les pouvoirs de l'AFSAPS et finalement sa sanitarisation. Mais ce qui nous semble peut-être le principal apport de la réforme en matière de gouvernance est invisible dans le texte. Il s'agit de la création par voie réglementaire du comité stratégique de la politique des produits de santé qui impliquera directement, Monsieur le ministre, dans le dispositif de sécurité sanitaire. L'affaire du Mediator a en effet révélé que le pouvoir politique pouvait ne pas être directement au courant des graves dérives. Alors abordons maintenant l'un des sujets les plus déterminants et les plus sensibles, celui de l'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Parce que les exigences opposables aux demandeurs d'une AMM relèvent de la compétence communautaire, le texte initial se caractérisait par un profond déséquilibre. Pour l'octroi de l'AMM, une sécurisation insuffisante et après son octroi, de très substantiels progrès. Donc sécurisation ex post, rien ex ante. Ainsi, l'article 6 permet à l'agence en charge de la sécurité du médicament de demander des études de sécurité et d'efficacité après l'AMM. Et l'article 7 élargit le cas de retrait d'AMM et l'article 8 fixe les obligations du titulaire de l'AMM en matière de sécurité. Pour rééquilibrer le texte, il a fallu finasser, on peut dire, en quelque sorte contourner le droit communautaire sans y contrevenir. Et avec les articles 6 bis et 9 bis, c'est, je crois, ce que le texte est parvenu à faire. L'article 6 bis, inséré par nos collègues députés, rend l'obligatoire l'inscription des essais cliniques pré-AMM sur la base de données nationales de recherche biomédicale. Mais le plus important, c'est l'article 9 bis, inséré d'ailleurs aussi par l'Assemblée nationale, qui soumet l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables à la réalisation d'essais cliniques comparatifs. Puisque le droit communautaire et sa logique de grand marché sans distorsion nous interdit d'agir sur les conditions d'octroi de l'AMM, le contournement consiste à agir sur les conditions de remboursabilité du médicament. Bravo, Monsieur le Ministre, avec l'espoir, bien sûr, que vous arriverez à convaincre le commissaire européen d'adopter cette attitude. Progrès encore en matière de pharmacovigilance. Lors des auditions dans le cadre de la mission d'information, nous avons été frappés par l'expertise qu'avait développée l'assurance maladie en matière de détection des dangers potentiels de tel ou tel médicament. Cette expertise a enfin été prise en compte puisque le texte fait entrer l'assurance maladie dans le dispositif de veille sanitaire pour qu'elle y prenne toute la part qui lui revient. Un mot enfin sur la question de la visite médicale. C'est un sujet très sensible tant d'un point de vue éthique qu'économique. Éthique parce que la visite médicale mélange information, formation et marketing, et économique parce que cette activité représente un très grand nombre d'emplois. Le rapport d'information sénatorial était bien plus menaçant d'ailleurs pour la visite médicale que ne l'est le présent texte. Il envisageait tout bonnement sa suppression. Il s'agit sans doute là d'une solution sage auquel nous arrivons, bien qu'à mon avis, pas systématiquement adaptée. L'expérimentation
pourrait en effet conclure à l'impossibilité de procéder à des visites collectives dans tous les cas de figure. Enfin, nous verrons. Mais quoi qu'il en soit, c'est toute la question de la formation continue du médecin qui se trouve là implicitement posée. Comment, en effet, les médecins se forment-ils aujourd'hui? La réponse est simple. Grâce aux labos. Se forment par la visite médicale, donc par les labos, par le quotidien du médecin, donc les labos, par les séminaires organisés, par qui? Par les labos. C'est bien cela qu'il faut réformer. C'est une question financière qui relève donc du PLFSS, tout en continuant de prendre l'argent de la formation là où il se trouve, c'est-à-dire dans les labos. Il nous faudra bien trouver en PLFSS un moyen de soustraire les praticiens à leur influence marchande. Autrement dit, couper le cordon ombilical entre les laboratoires et la formation continue. Alors seulement, il sera possible de régler vraiment la question de la visite médicale. D'un côté, on ne supprimera sans doute jamais totalement la promotion libérale du médicament. D'un autre côté, même si les visiteurs médicaux deviennent des experts d'État, il sera difficile de conserver les 17 000 emplois que cela représente aujourd'hui. C'est pourquoi toute décision ne devra être prise qu'en concertation avec la profession elle-même et avec la HAS. Et sans doute faudra-t-il faire les choses progressivement. Même constat en ce qui concerne la réforme du prix du médicament. C'est en PLFSS qu'il nous faudra la traiter pour soustraire la formation du prix du médicament à l'influence exclusivement économique du lobby pharmaceutique. Ce constat est partagé par tous. Aujourd'hui, le poids des industriels au sein du Comité économique des produits de santé, responsable de la fixation des prix des médicaments, est trop important. Il convient d'en réformer la composition et le fonctionnement, c'est-à-dire d'augmenter le poids des organismes de sécurité sociale en son sein, pour le sanitariser. Nous saluons, Monsieur le Ministre, en conclusion, l'ambition de votre texte et les qualités de vos propositions. Nous attendons maintenant du gouvernement qu'il prenne aussi ses responsabilités en PLFSS. De même, nous attendons de l'actuelle majorité sénatoriale qu'elle prenne aussi ses responsabilités en allant jusqu'au bout de sa démarche constructive que nous saluons. Il serait absurde qu'elle ne vote pas le texte gouvernemental qu'elle s'est ingéniée à améliorer. Sous ces réserves, les membres du groupe de l'Union centriste et républicaine soutiendront le présent texte. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Isabelle Pasquier pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout le monde l'a dit avant moi, ce projet de loi était très attendu. C'est sans doute la raison pour laquelle la version que vous avez présentée, Monsieur le Ministre, devant les députés a un peu déçu. Vous exploriez certes des pistes intéressantes, mais sans aller jusqu'au bout, quitte à renoncer à certains des engagements que vous aviez pris lors de la présentation des 2 rapports successifs remis par l'IGAS, mais j'y reviendrai. Si ce projet de loi était attendu, c'est que ce qu'il est désormais admis d'appeler l'affaire du Mediator a choqué nos concitoyens. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce cas un exemple de ce que nous ne souhaitons plus jamais voir se reproduire. Un industriel pharmaceutique aux pratiques salariales douteuses et des liens étroits avec des décisionnaires politiques, des demandes d'autorisation de mise sur le marché non conformes aux destinations réelles du médicament, des agences sanitaires trop absentes, des pressions accrues sur les donneurs d'alerte, bref, un climat peu propice à une transparence qui devrait être la règle, puisqu'elle seule est de nature à satisfaire les exigences légitimes de nos concitoyens. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Les agences sanitaires doivent jouer un rôle primordial. Elles doivent certes s'assurer que le médicament n'est pas nocif, qu'il présente un réel intérêt thérapeutique, que son prix et les conditions de son remboursement par la sécurité sociale sont décidés en lien avec ses performances médicales. Mais elles doivent aussi s'assurer que les enjeux économiques ou industriels ne prévalent pas sur des considérations de santé publique. Sur ce point, nos concitoyens ont l'impression que les agences ont échoué. Bien que symptomatique, le cas Mediator n'en est pas nouveau pour autant. Depuis plusieurs années, des cas similaires
sont apparus. Je pense en particulier au bisphénol A, que nous avons partiellement interdit, ou encore au scandale du Vioxx, sur lequel je vais m'attarder un peu. En effet, c'est en novembre 1999 que le Vioxx reçoit de la part de l'Agence européenne du médicament son autorisation de mise sur le marché, et ce, sans que le Vioxx n'ait pu faire la démonstration à l'Agence lors des essais cliniques qu'il apportait un progrès thérapeutique par rapport aux médicaments de la même famille, déjà commercialisés. Très rapidement, la FDA, Food and Drug Administration, met en évidence les dangers du Vioxx, notamment sur la base de l'étude Vigor, réalisée en 2000, qui porte sur plus de 7000 malades. La visée de ce produit portait sur une meilleure tolérance intestinale que le naproxène, vieille anti-inflammatoire. Or, si cette étude conclut effectivement que le Vioxx présente des avantages pour l'estomac, elle révèle surtout un taux d'infarctus du myocarde majoré, 0,74% pour le Vioxx contre 0,15% pour le naproxène et 0,33% pour le Celebrex. Ainsi, le risque cardiaque du Vioxx était 5 fois plus élevé que celui de ses concurrents. Or, ni la FDA, ni l'APSAPS, ni l'AEM ne prononceront l'interdiction du Vioxx, et c'est le laboratoire Merck lui-même qui retirera le Vioxx du marché, moins par crainte des autorités sanitaires que des actions de groupe, les fameuses class actions autorisées aux États-Unis. Si cet exemple est précieux, c'est qu'il contient déjà tous les prémices du scandale du Mediator. On retrouvait déjà la question des conflits d'intérêts. En effet, Marcia Angel, professeure de médecine sociale, qui a étudié les procès-verbaux de la FDA, mettra en évidence que 4 des 6 membres auraient dû être récusés pour conflit d'intérêts potentiel. Tout comme on retrouve l'intérêt commercial, le Vioxx était pour Merck ce que l'on appelle communément un blockbuster, qui rapportait tout de même annuellement au laboratoire 2 milliards de dollars, comme le soulignait à raison Nicole Delépine, auteure du livre « La face cachée des médicaments ». Le scandale du Vioxx a révélé qu'il n'était pas le fruit du hasard, mais bien la conséquence d'un système opaque d'autorisation de mise sur le marché, dont le souci principal n'est pas la sécurité du patient, mais bien la création d'un blockbuster au même titre qu'un film ou un livre. Après ce premier scandale, nombreux ont été les acteurs ou les témoins attentifs à attendre des pouvoirs publics qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que plus jamais un tel scandale sanitaire ne puisse avoir lieu. 7 ans après le scandale du Vioxx, puis l'épisode de la vaccination de la grippe A-H1N1, celui du Mediator éclate avec un constat dramatique. Les gouvernements n'ont tiré aucune conséquence du passé, exposant de fait nos concitoyens au même risque. On pouvait espérer que ce projet de loi mette un terme à ces situations et commencer enfin à apporter toute la transparence nécessaire à l'élaboration d'un parcours du médicament qui ne pourrait plus souffrir de critiques. Et là, si le texte que vous avez déposé contenait bien une ébauche de déclaration publique d'intérêt, nous ne pouvions que constater que, dans le même temps, vous proposiez ni plus ni moins que d'autoriser les représentants des laboratoires à siéger au sein même du conseil d'administration de l'APSAPS. Cette disposition a été bien heureusement supprimée par l'Assemblée nationale. Pour autant, elle témoigne de ce décrochage entre les aspirations qui s'expriment et les réponses que vous proposez d'apporter. Comme par exemple la disposition qui prévoyait d'étendre aux étudiants la possibilité de recevoir des cadeaux de la part de l'industrie pharmaceutique et de ne déclarer que ceux excédant un certain seuil. Nous nous réjouissons qu'à notre initiative, la Commission des affaires sociales du Sénat ait supprimé cette disposition, tout comme elle a adopté notre amendement prévoyant que désormais doivent être rendus publics les avantages de toute nature versés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits pharmaceutiques aux parlementaires nationaux et européens, les membres des cabinets du ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale, ainsi que les membres du gouvernement. Et d'une manière générale, je trouve que l'article 2, tel qu'il résulte des travaux de notre commission, constitue un acquis solide pour notre système sanitaire. Disant cela, je pense notamment à la disposition qui prévoit la publicité des conventions signées entre les professionnels de santé et l'industrie, que notre groupe et notre collègue François Autain proposent depuis le rapport sénatorial de 2005
restaurer la confiance, ou encore à l'établissement d'un registre unique consultable par tous et gratuitement, permettant de prendre connaissance de telles conventions. L'article 4 de ce projet de loi relatif aux prérogatives de l'agence sanitaire sort également renforcé du travail réalisé par notre commission. Naturellement, nous sommes favorables à ce qu'à tout moment, l'agence puisse demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs. Cela permettra d'éviter la situation où les essais sont réalisés contre des placebos, l'exploitant devant alors limiter la démonstration de l'efficacité du produit pour lequel il demande une autorisation de mise sur le marché à sa supériorité par rapport à un produit sans effet thérapeutique. Nous saluons le travail réalisé par la Commission des affaires sociales du Sénat, qui a également pris en compte les propositions que nous formulions quant à la transparence des débats. Nous proposerons en séance publique un amendement concernant la publicité des conclusions des travaux rendus par les groupes de travail que nous considérons être de nature à renforcer le dispositif prévu dans ce projet de loi. L'article 5 bis, qui résulte pour sa part des travaux de l'Assemblée nationale, est également une avancée notable. Elle confie à l'HAS, en liaison avec l'Agence en charge de la sécurité du médicament et les caisses d'assurance maladie, la mission de créer une base de données de référence sur les maladies et leur traitement. Base qui sera accessible gratuitement, la précision est importante, aux professionnels de santé pour l'aide à la prescription comme aux patients. Les articles 6 et 6 bis vont également dans le bon sens puisqu'ils permettent d'améliorer la pharmacovigilance, bien que se heurtant aux dispositions communautaires. Ils présentent le mérite d'exister et nous soutenons et le rapporteur et le gouvernement dès lors que celui-ci s'engage dans cette voie, raison pour laquelle nous voterons en faveur de cet article. Mais l'une de nos plus grandes satisfactions provient de l'article 9 bis, qui subordonne l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments remboursables par la Sécurité sociale à la réalisation d'essais cliniques contre comparateurs actifs. Avec cet article, il en est enfin fini du temps où des médicaments inefficaces ou moins efficaces que ceux déjà commercialisés pouvaient obtenir une prise en charge par la Sécurité sociale. Désormais, et c'est un progrès notable, seuls les médicaments présentant un intérêt thérapeutique pourront prétendre à une prise en charge par la solidarité nationale. Celle-ci retrouve sa vocation initiale, soutenir les patients en assumant une part de leurs dépenses de soins, et n'est plus considérée, comme ce fut trop longtemps le cas, comme une subvention à l'emploi dans des secteurs qui, par ailleurs, génèrent d'importants profits allègrement répartis entre leurs actionnaires. De même, l'article 13, tel que modifié par la Commission, en prévoyant d'appliquer aux laboratoires ne respectant pas leurs obligations, non pas des amendes, mais des baisses de prix, s'inscrit dans cette logique de responsabilisation et d'une meilleure utilisation des deniers publics, ce qui, en période de crise économique, ne peut que tous nous satisfaire. L'article 17, qui apporte plus de protection aux lanceurs d'alerte, constitue là encore une avancée, particulièrement lorsque l'on mesure les attaques parfois virulentes dont les professionnels de santé peuvent être victimes dans de telles situations. Cet article est donc le bienvenu. C'est donc très logiquement que notre groupe votera pour le projet de loi, considérant que les évolutions qui lui ont été apportées à l'Assemblée comme au sein de la Commission des affaires sociales vont dans le bon sens, c'est-à-dire celui de plus de transparence et de plus d'efficacité de notre système sanitaire. Pour autant, nous considérons que des améliorations demeurent encore possibles. Certes, l'article 1er constitue une avancée notable et, d'autre part, nous nous réjouissons du fait que la Commission ait retenu notre proposition d'instaurer des mécanismes d'appel à candidature. Pour autant, nous considérons que les déclarations publiques d'intérêt reposent sur la capacité des agences à vérifier le contenu et la véracité de celles-ci. Nous craignons qu'à l'heure actuelle, cela apparaisse pour le moins compliqué, notamment en raison de l'insuffisance des financements qui lui sont dédiés. Mais surtout, nous sommes persuadés qu'il est à la fois possible et nécessaire de permettre l'émergence d'un corps d'experts interne à l'agence et indépendant de tout lien avec l'industrie pharmaceutique, à l'image de notre proposition retenue concernant le directeur de la future APSEPS. Mais je suis certaine que sur ce sujet, parce que nous sommes toutes et tous convaincus de l'importance de doter l'agence d'une expertise qui lui soit propre, nous saurons trouver une solution.
Nous proposons également que soient sanctionnés les exploitants d'un médicament qui auraient eu connaissance d'effets négatifs sur la santé du public liés à une utilisation récurrente de ce dernier, dans des cas autres que ceux ayant conduit à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. Chacun aura compris qu'il s'agit là d'une mesure en réaction au cas du Mediator. Nous proposons également de renforcer l'article 9 bis en prévoyant que la comparaison avec le traitement actif soit réalisée contre celui présentant le meilleur service médical. Cette précision est importante puisqu'elle servira de support légal à l'AFSEPS pour refuser les études qui pourraient lui être présentées lorsque ces dernières sont réalisées avec des produits déjà commercialisés mais présentant un SMR ou SMR nul ou faible. Beaucoup a été fait pour améliorer le texte proposé par le gouvernement. La Commission des affaires sociales a su pleinement jouer son rôle et les débats que nous allons avoir à l'occasion de son examen en séance publique nous permettront encore un peu plus de clarifier les choses et d'avancer sur le chemin d'un système sanitaire, si ce n'est irréprochable, pour le moins plus transparent, plus efficace et au final plus sûr. Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe socialiste Europe Écologie Les Verts. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis ici afin d'examiner le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, déposé cet été par vous, Monsieur le Ministre, dont l'objectif affiché, je cite, « qu'il n'y ait pas demain de nouveaux Mediator ». L'examen de ce projet de loi est l'occasion de rappeler certains fondamentaux de l'éthique médicale, et notamment le fameux précepte, l'ATA au départ, que l'on peut traduire par l'expression « d'abord ne pas nuire, ensuite soigner ». Ce principe a notamment inspiré le texte original du traité d'Hippocrate sur lequel les médecins prêtaient traditionnellement serment en Occident et qui leur a longtemps fait déclarer « Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Que la santé ne nuise pas aux patients, quelle évidence, a priori. Et pourtant, ce principe est encore quotidiennement bafoué au mépris de ces principes élémentaires. Le phtalate, substance classée cancérigène, mutagène, reprotoxique de catégorie 2 par l'Union européenne, au point qu'il est interdit depuis quelques années dans les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans, entre pour plus de 50% dans la composition des plastiques à usage médical. Pour donner un exemple, la concentration de résidus de médicaments, et notamment des antibiotiques, antidépresseurs, pilules contraceptives, est de plus en plus importante dans nos rivières et l'eau du robinet, et sont devenues une cause majeure de pollution de l'eau. Les traitements médicaux entraînent de nombreux effets dits iatrogènes, allant du simple effet secondaire bénin à la maladie nosocomiale létale. L'affaire du Mediator en est un exemple terrifiant, qui vient s'ajouter à la liste noire et bien trop longue des affaires du distilbène, des hormones de croissance, du Vioxx, de l'isoméride et d'autres, cités déjà par mes collègues dans le débat. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être de mauvaise foi. Ces effets iatrogènes des soins médicaux ne pourront jamais être totalement éradiqués. Et le système français de pharmacovigilance n'est pas responsable de chacun d'entre eux. Ceci dit, ne les considérons sûrement pas comme une fatalité statistique et ne nous résignons pas. Nous ne pouvons accepter une situation où les patients sont parfois mis en danger alors que nous pouvons éviter une grande partie de ces drames par une amélioration de la gouvernance du système de santé. De ce point de vue, l'existence de ce projet de loi paraît donc salutaire, bien que nous en déplorions l'arrivée tardive. Car en effet, il y a quelque chose de déprimant lorsque l'on alerte sans relâche sur les dangers de telle ou telle pratique, sur les dérives de tel ou tel système, d'en être réduit à attendre une catastrophe pour constater enfin un début de changement. Concernant le Mediator, c'est, selon des études commandées par l'AFSAPS, environ 5 millions de personnes qui ont été traitées avec du Benfluorex entre 1976 et 2009. Si la succession de défaillances de la chaîne du médicament avait été évitée,
C'est plusieurs centaines de vies qui auraient pu être sauvées, puisqu'on estime, et les chiffres sont encore hélas très provisoires, qu'entre 500 et 2000 personnes sont décédées du fait du Mediator. Monsieur le ministre, vous avez pris l'initiative de déposer ce projet de loi. Il va évidemment dans le bon sens. On peut toutefois d'abord déplorer que ce dépôt soit intervenu quelques jours avant la publication des conclusions de la mission commune d'information sur le Mediator. Nous regrettons ce manque de considération pour le travail de longue haleine mené par les parlementaires. Ce texte paraît tout de même aller dans le bon sens puisque, comme le précise le rapport sur le Mediator, trop longtemps différé, une grande réforme du système de suivi du médicament est désormais incontournable. Le projet de loi, dans sa version initiale, était toutefois très loin de répondre aux besoins de changement que l'affaire du Mediator a mis en lumière. Il était plus que timoré, et d'autres collègues avant moi l'ont, à juste titre, souligné. Par exemple, il ne faut pas vouloir nous faire croire que changer le nom de l'agence, rebaptiser l'AFSAPS en un autre nom, ANSM, suffirait à garantir en quoi que ce soit la sécurité sanitaire. On resterait dans l'annonce, dans l'effet d'annonce, alors qu'il est clair que seule une réforme de la gouvernance de l'agence permettra une telle avancée. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi l'examen de ce texte concernant la réforme du système de sécurité du médicament. Prochaine séance demain matin à partir de 10h30. Très belle soirée à tous.